Salut tout le monde, bienvenue à ce 10e vidéo dans la playlist Le design d'un jeu. Dans ce vidéo, je vais parler de mon implication comme développeur dans le volume 2 de la série Prelude 2. J'ai nommé Prelude to Revolution sur la révolution russe. Ok, alors quand j'ai designé Prelude to Rebellion, moi-même, en cours de design, je me suis rendu compte, Chris, ce jeu-là pourrait être un système très facilement. Euh, En tout cas, pour ceux qui ont joué, le système de mobilisation est assez unique. Le système de scoring avec les scoring dice est très unique aussi. Le principe de créer des organisations, d'avoir une track, là, parce que ça s'appelle Prelude ou quelque chose, mais d'avoir une track justement là, qui mesure à quel point on est proche là, de la fin du jeu. Là. Dans mon cas, Prelude to Rebellion, là, c'est le soulèvement des patriotes. Dans le cas de la révolution russe, c'est la révolte bolchevique. Fait que je savais qu'on tenait un système, là. Mais quand j'ai fini mon design, j'étais tellement brûlé, j'étais tellement vidé que j'avais d'autres idées, d'autres thèmes, là, mais là, de recommencer à lire puis de recommencer le design, là, c'était comme, asti, donnez-moi un break, là. Ça me tentait pas pantoute. C'est alors que j'ai été contacté par un dénommé Mike Wilner, que je ne connaissais pas, qui habite à New York, puis qui a joué à mon jeu par pur adon. Mike est dans il y a un club de wargaming, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, là. Metropolitan Wargamers, je pense, à Brooklyn. C'est un beau club de wargamers avec une belle salle privée ou je sais pas trop quoi, ou qui loue à la semaine, là. Mais ils se rencontrent souvent, fait qu'ils jouent à peu près toutes. Puis, tu sais, là, comme quoi le destin, des fois. Mike a joué à mon jeu obscur Prelude to Rebellion, puis en jouant, là, lui, là, il a eu le Saint-Esprit est descendu sur lui. Puis il s'est dit, Chris, ça serait parfait pour simuler là, les années avant la Révolution russe. Malgré qu'il soit de New York, puis qu'il s'appelle Mike Wilner, ce gars-là a un très grand intérêt dans la Révolution russe, très compétent sur le sujet. Puis il a tout de suite là, connecté les fils dans sa tête. Fait qu'il a communiqué avec moi, puis j'ai dit, Chris, ça tombe bien, justement. Je m'étais dit que ça pourrait être un système, puis tout ça. Moi, j'avais définitivement pas la révolution russe en tête, là. Fait que, tu sais, j'y ai dit, vas-y, mon homme, t'as ma bénédiction, puis je te donne le feu vert. Puis, j'ai fait le pont, encore là, on revient là-dessus, mais j'ai ouvert le chemin auprès de Compass Games, à moi qui avait les plugs chez Compass Games, je les ai approchés au nom de Mike, puis je leur ai conté l'histoire, puis là, ben, j'ai dit, hey, là, Mike voudrait designer un jeu basé sur mon système, je pourrais l'aider, puis Compass a dit oui. Alors, Mike avait comme lui aussi, là, signe le contrat, garantie de publication, puis tout le kit, puis on part. Là, je me suis dit, tu sais, pour une fois, je me suis dit que se fait un homme de toi, Marco, là. Mais tu sais, je me suis dit, euh, j'anticipais que mon implication allait être très grande, parce qu'entre guillemets, c'est mon système que j'ai développé. Mike, malgré qu'il a des années et des années d'expérience en wargaming, n'avait jamais designé de jeu. Alors, j'anticipais que mon implication comme développeur allait être très grande. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai communiqué avec Compass pour plutôt que d'avoir la fameuse compensation là, de 600-700$ à la fin du design, je me suis battu pour avoir 1% de royauté comme développeur. J'enlève rien à Mike. Mike a son 4% de designer. Mais moi, plutôt que l'espèce de montant forfaitaire à la fin de 600-700$ de développeur, je voulais que ce soit en fonction des ventes. Je trouve ça plus motivant. Je trouve ça plus valorisant. Je me suis battu pour avoir le 1%, puis c'est le cas de le dire. Asti, je me suis quasiment pogné avec Bill Thomas. Là, ça a failli tourner au vinaigre en crise. J'étais à ça, honnêtement, de tout crisser ça là. Puis de dire arrangez-vous d'abord, puis bonne chance. Ça a fini par un appel téléphonique avec Bill Thomas, là, qui est complètement une autre personne verbalement que par écrit. Là. Comme je disais, par écrit, il écrit 3-4 mots par email, puis c'est tout. Il fait scène d'après. On dirait qu'il est chargé au nombre de mots qu'il écrit dans ses emails. Ça n'a pas de bon sens. En personne, on a réussi à jaser, mais tu sais, j'ai fait valoir mon point. J'ai dit, regarde, j'ai conçu le système, je l'ai mis au monde. Je te demande pas de changer ta politique envers tous les développeurs de Compass Games s'il y a lieu. Mais j'ai dit dans mon cas, là, parce que Compass n'a pas beaucoup des systèmes. Peut-être contrairement à GMT, là, avec les coins, puis le système de Simonich, puis le Levy and Campaign de Volco, là, Compass n'a pas beaucoup. Là.
Fait que j'ouvrais le chemin un petit peu. Fait que tout ça pour me faire dire par Bill Taubus que honnêtement, parce que monétairement, ça faisait pas une grosse différence. Tu sais, on calculait 1000 copies, 1% sur la boîte par rapport aux 600-700$. Au final, ça fait pas une grosse différence. Mais Bill Thomas finit par cracher le morceau puis dire ah, les royautés, c'est un esti de pain in the ass. Mais dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est que, évidemment, ils n'ont aucun système, ça doit tout être dans des fichiers Excel, puis ils n'ont aucun système intelligent pour payer des royautés aux designers. Ça veut dire que quand tu arrives, je pense que c'est le 30 juin puis le 31 décembre dans le cas, là, quand tu arrives cette date-là, il y a quelqu'un qui doit se taper un hostie d'Excel avec un filtre, là, puis de dire, bah, mais tel jeu, hostie de vieux jeu, mettons, on a vendu 15 copies depuis la dernière fois à tel prix, tu sais, là, multiplié par 4%, fait que là, il faut faire un transfert PayPal je sais pas moi, 50$ à Joe Blow, qui est le designer de ce jeu-là, qui a été publié en 2016, tu sais. Fait que fait que dans le fond, c'était même pas une raison monétaire pour laquelle il boquait. C'était une raison carrément de dire Asti que c'est du trouble, puis on veut pas avoir à payer des royautés de plus à quelqu'un. Au final, j'ai gagné mon point, puis j'ai réussi à avoir cette affaire-là, thank God. Puis je suis bien content. Puis le contrat que j'ai signé, là, c'est valide pour tous les Prelude ou quelque chose qui suivent. Là. Fait que là, Mike Wilner est en feu, là, à cette heure que Prelude to Revolution est fini. Là. Mike a commencé à travailler, mais c'est très embryonnaire. Là. Prelude to Liberty, un genre de working title là, sur la Révolution américaine. Fait que ça aussi il est assez bien placé pour faire ça. Fait que, puis là, ça, Compass commence à saliver. Là. Compass salive un petit peu avec la Révolution russe, là, mais la Révolution américaine, là, Bill Thomas a quasiment beurré ses shorts quand on lui a parlé de ça. Là. Évidemment, eux autres sont un peu désespérés de rentabiliser le système après les ventes décevantes de Prelude to Rebellion. Pas grand-chose de négatif à dire sur Mike, il est extrêmement autonome lui aussi. Euh, Avec lui aussi, la ligne s'est tracée naturellement. C'est pas quelqu'un de paresseux, c'est pas quelqu'un qui se décharge de ses responsabilités de designer. Il a travaillé fort. Évidemment, avec son groupe de gaming local, ça lui donne un excellent un bed de playtesting. Fait que ça, c'est super. Mike se promène aussi, là, peut-être plus qu'à l'habitude quand il était dans le design, là, mais il est allé à la Compass Expo, l'espèce de convention de Compass Game. Il est allé à celle de Consim World, vraiment des conventions très très populaires aux États-Unis là, avec beaucoup de wargamers puis d'amateurs de jeux historiques. Et Mike était déjà très populaire, entre guillemets, aussi, dans les groupes Facebook classiques, là, comme le fameux groupe Wargamers, qui est peut-être le groupe, en fait, qui est le groupe avec le plus de membres sur Facebook de Wargamers. Fait que bien avant d'être un designer, Mike était d'abord et avant tout un joueur. Puis étant donné que ça gamait beaucoup à son club local, ben Mike postait régulièrement sur Wargamers des photos de son club. Puis se promenant dans les conventions, s'est fait beaucoup d'amis sur ce groupe-là. Fait que quand il est arrivé avec son design, il avait pas l'air d'un profiteur qui avait joiné le groupe juste pour faire de la publicité sur son jeu. Fait que ses affaires étaient très bien reçues, puis c'était comme wow Mike, tu sais, félicitations pour ton premier design, c'est super cool, tu sais, on a confiance parce que tu sais, t'es un joueur aguerri, ta. Fait que tu sais, là, il avait pas l'air touriste quand il a commencé à parler de son design là, sur cette tribune-là, qui est évidemment peut-être la meilleure tribune sur laquelle vous pouvez faire du tapage sur un design historique. Ce que je veux surtout parler dans ce vidéo-là, c'est comment ça peut chier avec un artiste de marde. Puis là, je m'excuse, mais je viens émotif, c'est pas long, là, parce que calisse qu'on a été pogné avec vraiment, là, un nulon de premier ordre. Puis, à un moment donné, je me suis dit, je le nomme-tu? Je suis aussi bien de le nommer rendu là. Si je suis pour le blaster ici, je suis aussi bien de le nommer parce que vous allez aller sur BGG puis vous allez savoir c'est qui de toute façon. Alors, c'est Monsieur Knut Grunitz, K-N-U-T, son prénom, Knut Grunitz, un Allemand, je pense, avec qui Compass Games fait affaire relativement régulièrement. Je l'avais vu à une coupe de place. Puis d'ailleurs, même Compass nous avait dit on va vous matcher avec Knut Grunitz, est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous faites dire ça? C'est que vous allez sur BGG puis vous regardez les affaires que ce gars-là a designées. Puis vous regardez un petit peu son art style. Puis au niveau talent artistique, j'ai pas un mot à dire. Je pense pas que c'est quelqu'un de. Je pense pas que c'est le meilleur artiste de la planète, mais il est pas poche en graphisme ou en design. Tu sais, je veux dire, il fait des affaires qui ont un look qui a de l'allure. Tu sais, je pense qu'il est dans la moyenne en termes de compétences graphiques.
Mais pour tout le reste, holy shit. Alors, ce gars-là ne communique pas. C'est pas compliqué. On utilisait Basecamp, qui est un système de partage de fichiers parmi tant d'autres. Quand tu arrives dans le crunch final là, pour te passer des PDF, des trucs comme ça, tu n'envoies pas ça en pièce jointe dans des emails. Là. Fait que tu choisis quelque chose. Mais nous autres, on avait choisi Basecamp pour communiquer. C'est ce que Compass Games utilise beaucoup. Puis ça marche bien, honnêtement. Mais Newt, sur Basecamp, lui, la façon qu'il son mode opératoire, c'est que il communiquait par fichier. Aucun texte, aucune là, mise en situation de qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça. Fait que par exemple, il commence à travailler sur le jeu, puis là, maintenant, genre, il poste un rulebook. Fait que là, OK, on se pitch là, avec rien, il n'y a rien d'écrit. On se pitch là-dessus, on rouvre ça, on s'est checker ça. Là, on voit qu'il y a un début de layout de rulebook, mais là, il y avait des affaires. Il avait copié une table des matières d'un autre jeu, tu sais, moderne. Là, ça parlait d'hélicoptères puis tout ça, tu sais, dans la Révolution russe, c'est un peu fucké, là. Mais fait que là, tu sais, on check ça. Fait que là, moi puis Mike, tu sais, on est comme obligé de replayer puis de dire, ben là, c'est pas pire, mais tu sais, à qu'est-ce que tu t'attends de nous autres? Tu veux, parce que là, il y a des affaires évidemment qui n'ont pas d'affaires là. C'est pas le vrai texte, tata. Veux-tu qu'on commande juste sur le layout? Tu sais, qu'est-ce que tu attends de nous autres? Deux, trois jours après, il poste un autre rulebook. Toujours pas de message. Là, on l'ouvre, on voit que ça l'a avancé un petit peu, mais encore là, on sait pas jusqu'où qu'il faut aller. C'est honnêtement, là, je vous bullshit pas, c'était comme ça over and over again. Puis, en tout cas, je vais parler de ces autres traits négatifs, mais tout ça pour dire que ce n'est pas un addon, parce que j'ai parlé à Michel Ouimet, que je salue au passage, s'il est à l'écoute, à la dernière rencontre de Stack Academy. Lui aussi a eu à travailler avec Nout Grunitz. Puis c'était écœurant, asti, c'est comme si les deux, on se parlait d'une ex-blonde, tu sais. Tu sais, comme mettons, tu dis, ah, Sti, qu'elle se ramasse pas dans la maison. Puis l'autre dit, ben oui, Sti, t'as raison. Puis, tu sais, ah, Sti, qu'elle est comme ça. Ben oui, t'as raison. Moi aussi, j'ai remarqué ça. Tu sais, on se parlait de nous, là. Puis tout ce qu'on se disait, là, le premier qui le disait, l'autre disait, ben oui, c'est vrai, ben oui, c'est vrai, ben oui, c'est vrai. Fait qu'il n'a pas été comme ça juste avec Prelude to Revolution, il est toujours comme ça. Mais sur l'aspect communication, il postait des fichiers, des épreuves, des esquisses de son travail sans aucune indication, sans aucun pointer de ce qu'il voulait qu'on fasse avec ça. Moi puis Mike, on se parlait, puis on disait, ben qu'est-ce qu'on y répond, Calis? Puis, puis on y a dit, là, des fois, là, au début, tu te dis, bon, c'est une erreur ou quelque chose de même, fait que tu essaies de dire poliment, tu sais, little bit de mise en contexte serait nice, mais non, son comportement a jamais changé. Il ne corrige jamais plus de, on dirait qu'il est topé, là, mais je sais pas, là, il ne corrige jamais plus de 75% des trucs qu'on lui rapporte. Ça c'est freakant, là. Fait qu'admettons, tu vas regarder quelque chose, puis tu vas lui dire, OK, voici les choses à modifier, puis là, tu y listes 10 patentes à modifier, un numéro de page, un ci, un ça. Quand il te retourne la shot d'après, il va avoir modifié le trois quarts de ces affaires-là. Puis là, un quart de ces affaires-là, tu vas checker, puis tu vas dire, ah, il n'a pas corrigé cette erreur-là. Ah, il n'a pas corrigé cette erreur-là. Fait que là, tu y retournes une autre affaire en y disant, ben, il reste ces trois affaires-là sur les 10 premières qu'on t'avait dit. Deux jours après, il va poster un autre fichier avec ces affaires-là où il va encore en avoir oublié une. Mais ce qui est le plus fréquent de tout ça, c'est que des fois, par exemple, il t'envoie un rulebook, tu lui dis voici les 10 affaires à corriger. Il te retourne une version du rulebook. Là, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu vas aller voir les 10 affaires que tu y avais demandé pour voir si ça avait été corrigé. Mais la première fois où Paradon, en recheckant ça, on a dit hey, Chris, ça l'a changé ici. Puis ça faisait pas partie des 10 affaires qu'on avait demandé. Ce qu'on appelle là, dans le jargon là, des erreurs de régression, c'est-à-dire que tu fais un pas en arrière. Là. Parce que là, ça c'était correct, puis je sais pas s'il est revenu pas correct, comment ça? Fait que là, ça, la première fois que tu vois ça, là, après ça, là, tu freaks pour tout le reste du développement. Parce que là, tu te dis à chaque fois qu'il t'a envoyé quelque chose, est-ce qu'il a réintroduit une vieille erreur qu'on avait corrigée avant? Alors ça, c'est la pire des affaires. C'est le pire trait négatif possible et imaginable qu'un graphiste peut avoir. C'est de. Je sais pas s'il partait de vieux fichiers ou quelque chose de même ou qui. J'ai aucune idée, là. Mais on revoyait des vieilles erreurs apparaître un peu partout. Il était pressé, il était botcheux, il avait clairement pas le goût de faire ça. Ça se passait là, ça fin 2021. Puis lui, à un moment donné, là, il a dit là, This has to be done by Christmas. Une des rares fois qu'il a dit quelque chose. Là.
faut que ce soit fini pour Noël, cette affaire-là. Puis c'est plate à dire, mon petit pit, mais Compass te paye à la job. Fait que tu set pas de date, gars, puis en by the way, si tu veux que ce soit fini pour Noël, là, s'il y a des affaires qu'on y a dit, là, plus ça allait, moins on y parlait subtilement, là. Mais à un moment donné, c'était comme, ben commençons par corriger les erreurs qu'on va te dire du premier coup, puis ça va se finir plus vite. Tu sais, c'était complètement paradoxal. On est entré dans une relation vraiment d'opposition. À un moment donné, là, comme des enfants qui se chicanent, il a fallu aller voir Papa Bill Thomas, là, pour dire si tu peux-tu y parler, ce sans dessin-là, parce que nous autres, là, ça marche plus, puis on n'est pas capable d'y faire entendre raison. Ça s'est pas placé, là, probablement que Bill a juste sorti le bâton, puis a dit mon Chris, je te paye tant pour faire la job, puis tu vas faire la job, puis ça finit là. Mais bref, on n'a vu aucun changement dans son attitude après, là. Et le bout de la marde, le comble de tout ça, là. On va aller voir à l'ordi, là. 2 secondes, voilà. Alors, pour ceux qui l'auraient jamais vu, le voici le board de Prelude to Revolution. T'sais, quand que je dis que le gars a quand même une base de talent, là, c'est beau cette affaire-là, puis c'est propre. Là. Bon, Marc Rodrigue a dit que ces flèches-là ici, ça ressemble à des flèches de PowerPoint. Là. Ça aurait pu être plus stylisé. Mais quand même, moi, je suis pas difficile au niveau du design, puis ça, je trouve ça correct. OK. Petit crash course de design graphique. Sur tous les éléments que vous allez travailler, il va y avoir, on ne les voit pas ici, là, parce que là, je suis dans le module vassal, il va y avoir ce qu'on appelle dans le jargon des cut lines. C'est souvent des petites lignes roses. C'est des lignes là, à l'intention de l'imprimeur pour dire c'est là qu'il faut que tu découpes le board. OK? C'est pour ça que des fois, vous allez puncher une counter sheet puis vous allez voir de la couleur qui dépasse alentour du trou. Ben, c'est le graphiste qui a fait ça en débordant, mais il y a une cut line justement pour s'assurer que le counter, lui, tout est beau. Alors, tout ça pour dire qu'après avoir envoyé les fichiers à l'impression, le gars de Compass nous revient parce que l'imprimeur lui était revenu une chance, puis que l'imprimeur avait dit hey, votre ligne de coupe en bas de votre board ici, là, elle vient couper là, en deux là, le texte qui est là, le Revolutionary Opportunity Pool, Neutral Opportunity Pool, puis Government Opportunity Pool. C'est-tu voulu? Of course not, asti. On n'est pas supposé d'avoir du texte en bas qui est slashé en deux. Fait que là, le gars de Compass dit à Note, ben là, faut faire de quoi avec ça? Il faut probablement prendre les affaires qui sont ici, genre, puis il faut les remonter un petit peu là, pour être à l'abri du cut line, là, parce que le board est supposé être un board 22 pouces par 34 pouces, puis on change pas la taille du board, là, fait qu'on on va prendre le stock. Fait que là, on peut monter le texte ici. Il y avait différentes solutions. Ben, Chris, croyez-le ou non, Note a pris ça ici, qui est un texte important, là, qui explique justement qu'est-ce que c'est une session de Douma. Et Note s'est dit, pardon, je vais rephraser ce texte-là pour qu'il fitte juste sur 2 lignes. Il a pris la décision, sans même nous consulter, de rephraser ce texte-là pour qu'il fitte sur 2 lignes, pour lui donner l'espace nécessaire pour augmenter ça. Et il n'a même pas révisé ce texte-là avec nous autres. La seule façon qu'on s'en est rendu compte, c'est qu'à un moment donné, fidèle à son habitude, il a posté sur Basecamp. Mais là, ça faisait comme, nous autres, dans notre tête, je sais pas, ça fait 3 mois que le jeu est parti à l'imprimante. Puis là, on reçoit une notification de Basecamp avec un nouveau board. Qu'est-ce que c'est ça, Chris? Parce que tout ce que je vous compte là, on l'a appris après. La façon que moi puis Mike, on l'a appris, c'est quand... Le gars de Compass, c'est pas bien mieux, honnêtement, là. La façon que moi puis Mike, on l'a appris, c'est quand nous, t'as posté sur Basecamp une nouvelle version du board. On a dit que c'est ça. Moi, je l'ai ouvert, j'ai tout checké comme un hostie de maniaque parce que moi, faisais longtemps que je faisais plus confiance à Note. Puis là, je tombe sur le petit texte que je vous montrais en bas à gauche. Chris, c'est quoi ce petit texte-là? Pour finir par traquer le gars de Compass qui nous explique l'affaire de la cutline, qui nous explique qu'il a demandé à Note de tout monter ça, puis que ça, c'est le nouveau board que Note y a envoyé. Fait que là, moi puis Mike, là, quasiment en avant de l'avion, hostie avec les drapeaux, là, puis time out, ne décollez pas. Fait que là, on dit, tu peux pas prendre ce board-là, il y a une erreur dans ce texte-là. Finalement, on a retweaké le texte, puis on a été correct. Mais sacrament, tu sais, puis là, là j'ai encore, je recheckais mon, mon chat Facebook avec Messenger avec Mike, puis j'ai encore le bout où est-ce que je dis, Chris, il va nous avoir à l'usure. Nude va nous avoir à l'usure. Il nous a tellement sapé notre énergie tout le long de la phase de graphisme que Chris, il va nous avoir à l'usure. Et comme de fait, là, je vais revenir ici.
Comme de fait, et si on ne l'a pas vu, une autre erreur de régression, tu sais, vraiment, là, la boucle est bouclée en esti, là, mais il y a deux, si on appelle ça des districts dans Prelude to Revolution, il y a deux districts, là, ça paraît pas beaucoup là, à l'écran, là, ça paraît plus en personne, entre guillemets, là, devant le board, là, mais il y a deux districts là, sur la totalité des districts. Là, vous voyez, les carrés ici sont rouges un petit peu plus foncés, là. C'est pour indiquer qu'il y a des cubes au setup, là, il y a des cubes qui s'en viennent ici, là. Bon, ben, il y a deux districts sur la gang là, où ces couleurs foncées-là ne sont pas là. Fait que pareil, je me rappelle plus c'est lesquels, là, mais par exemple, si c'était le cas de ce district-là, là, malgré le fait que dans le rulebook, ça dit que ça commence avec deux cubes révolutionnaires, là, les carrés là, sont de la même couleur que les autres, fait que visuellement, il n'y a pas de façon de s'en rendre compte. Et ça, la preuve que c'était correct, je suis dans le module Vassal qu'on a utilisé pour le playtesting, puis c'est bien correct partout pour toutes les compter. Fait qu'encore là, notre ami Noot a introduit un hostie d'erreur de régression de marde, puis là, que là, malheureusement, il est trop tard pour le corriger. Et pour moi, c'est encore une preuve, l'espèce de copie là, de le sample là, qui est envoyé à l'éditeur pour dire est-ce que tout est correct. Ben, il a été checké par Compass Games, mais il n'a pas été checké par moi ni par Mike Wilner. Fait qu'il a été checké par Compass Game qui ont dit on a-tu un board? Oui. On a-tu un rulebook? Oui. On a-tu tant de dés? Oui. On a-tu tant de cubes? Oui. Eux autres font juste compter puis comparer les components, mais eux autres, connaissant pas le jeu, peuvent pas spotter ces erreurs-là. Mais moi puis Mike, dès que cette copie-là a été shippée à Mike, à ce moment-là, il était trop tard. Mike a regardé ça, puis il l'a tout de suite spoté. Moi aussi, je l'aurais tout de suite spoté parce que nous autres, on connaît le jeu. Fait que alors là, Compass est pogné pour faire ce qu'ils font trop souvent, à mon avis, c'est-à-dire ouvrir les 1000 boîtes puis venir colisser une feuille dedans pour expliquer que ces deux districts-là, là, ils devraient avoir là, un certain nombre de cases là, qui sont plus foncées pour signifier qu'il y a des cubes de départ qui vont dedans. Alors le jeu, au moment où on se parle, est arrivé à l'entrepôt de Compass Games. Là, ils ont ça à faire. Ceux d'entre vous qui cherchent une job pendant le temps des fêtes, vous pourriez aller au Connecticut puis passer 2 jours à ouvrir des shrinks de boîtes puis à mettre une feuille dedans. Parce que ça va devoir être fait avant que les copies soient shippées aux gens qui l'ont précommandé puis aux gens qui veulent l'acheter. C'est pas une grosse affaire, c'est pas la fin du monde, mais une fois qu'on connaît le setup, une fois qu'on maîtrise le setup, souvent on va utiliser la couleur de ces carrés-là pour savoir où placer les cubes de départ. On ne se référera pas tout le temps au rulebook. Alors, Newt nous a eu à l'usure, à force là, je me sentais quasiment là, comme quelqu'un qui surveille un criminel ou qui surveille un enfant depuis 3 jours, là, puis qui commence à somnoler. Là, ben là, à un moment donné, là, moi puis Mike, on s'est fermé les yeux, esti, puis là, on a échappé quelque chose de nôtre, là. Mais esti, c'est parce qu'on a été usé par un mois et demi de collaboration fucking pénible. Alors, ça, je trouve ça weird de terminer là-dessus, tu sais, terminer la playlist là-dessus. Euh, Laissez pas ça vous décrisser. Je pense que c'est juste un exemple pour moi, là, puis c'est tout à l'honneur, je reviens là-dessus, mais du professionnalisme de quelqu'un comme Marc Rodrigue qui est à son affaire, puis tout ça. Et honnêtement, la majorité des graphistes sont à leur affaire. Je pense qu'on est vraiment tombé sur un citron. Euh, mais bon, ne laissez pas ça vous décourager. C'est ici que la playlist sur le design d'un jeu se termine. Ma foi, ce fut enrichissant et très plaisant à faire. Belle interaction avec les gens aussi qui l'ont regardé. Là, beaucoup de commentaires à chacun des vidéos. C'était quand même très motivant. Fait que j'espère que ça va servir même pour des années encore là, pour les wannabe designers parmi vous, parmi ceux qui sont des adeptes de la chaîne. Mais pour l'instant, on met un terme à cette playlist-là. Et je vais dire, comme on dit, on revient à notre programmation habituelle sur la chaîne. Si vous avez aimé quand même le traitement que j'ai fait de ce sujet-là, ben promenez-vous, il y a d'autres playlists, là, majoritairement d'explications et de critiques de jeux. À plus!